Nous connaissons le nombre de la population. La division de la superficie par la population nous donne environ 1,8 hectare à l'heure actuelle. Mais un mode de vie durable, soutenable, comme on dit, nécessiterait de ne consommer qu'1,4 hectare. Donc déjà, le poids de notre mode de vie, je parle pour l'humanité entière sur la planète, dépasse environ de 30% ce qui est supportable. Mais derrière cette moyenne, il y a évidemment des égalités énormes. Et nous, Français, par exemple, si tout le monde vivait comme nous, eh bien, il faudrait 3 planètes, comme l'a dit le président Chirac à Johannesburg. Et c'est-à-dire que nous consommons environ 4,5 hectares d'espace bioproductif. Donc il est important et urgent. Alors comment c'est possible? C'est possible parce que nous mangeons notre patrimoine, nous vivons sur le patrimoine, nous consommons en quelques décennies ce que la planète a accumulé pendant des millions d'années, comme par exemple le pétrole, mais aussi tous les principaux minéraux, et donc ça ne pourra pas durer éternellement. Et nous dépassons aussi la capacité de régénération de la biosphère. La biosphère a des capacités régénératrices fort heureusement extraordinaires, mais il y a un moment où le prélèvement est trop fort. On le voit pour les stocks halieutiques, c'est-à-dire la pêche. Nous pêchons plus que ce que la nature reproduit en nombre de morues, de sols, de dorades, etc. Et donc il est urgent de réduire notre empreinte écologique, donc de consommer moins de biens matériels. Un des fondateurs de l'écologie disait « Je sens venir, préparée par nos soins diligents, une série de catastrophes ». Il disait ça il y a 30 ou 40 ans au moins. Si ces catastrophes ne sont pas trop graves au point de faire disparaître l'humanité, mais suffisamment pour la réveiller, je les appellerais pédagogiques. Je crois que nous avons connu ces dernières années un certain nombre de catastrophes pédagogiques. L'explosion du 4e réacteur de Tchernobyl en avril 1986, par exemple, a été une catastrophe qui a eu des effets pédagogiques puisqu'un certain nombre de pays, comme l'Italie, ont refusé le nucléaire. Même la France, dont les ministres bienveillants avaient décrété que les nuages radioactifs s'arrêteraient à la frontière, a tout de même marqué le coup et le nucléaire a été sérieusement remis en question. Nos voisins allemands ont décidé aussi de renoncer progressivement au nucléaire. Plus récemment, la vache folle a été une catastrophe, et toujours une catastrophe, mais qui a engendré un changement des comportements des consommateurs. C'est une des raisons pour lesquelles, assez massivement, les consommateurs européens ont refusé l'introduction des OGM. Ils n'ont pas réussi d'ailleurs à obtenir totalement satisfaction, mais enfin, le problème est toujours en débat et il y a en tout cas une très grande méfiance sur cette question. Il est malheureusement raisonnable de penser que dans les années à venir, nous allons connaître des catastrophes dans le domaine biogénétique, dans le domaine électronique, etc. À l'heure actuelle, je ne sais pas si on peut appeler ça une catastrophe ou une bonne nouvelle. Nous avons l'augmentation du prix du pétrole ou l'épuisement des ressources pétrolières. Le pétrole n'a peut-être finalement pas été une bénédiction pour l'humanité quand on voit le nombre de guerres et de désastres qu'il engendre et dont celui au niveau le plus global, le dérèglement climatique. Donc c'est sans doute un cadeau empoisonné que nous a fait le Créateur en nous dotant de ressources pétrolières. Il faut bien voir que la déterritorialisation, le grand déménagement planétaire est une conséquence d'une baisse artificielle des coûts de transport, c'est-à-dire le fait que les transporteurs ou les organisations de transport ne payent qu'une infime partie des coûts réels engendrés par le transport. Précisément, le dérèglement climatique n'est pas payé par les poids lourds qui sillonnent la planète et qui vont engendrer les catastrophes sous le Mont Blanc de temps en temps. Et même, et ça c'est scandaleux,
même le coût des autoroutes n'est pas payé par les poids lourds, qui refusent de payer. À un moment, on avait voulu faire une taxe à l'essieu pour accroître la charge, la prise en compte du coût réel. Et en fin de compte, donc ça, c'est d'une part le contribuable qui paye le coût des transports et les générations futures, puisque les générations futures le paieront sous forme d'épuisement du pétrole. Donc normalement, il serait raisonnable de faire payer que le carburant soit nettement plus cher que son prix actuel. Il serait assez raisonnable que les coûts de transport soient multipliés par 10 ou 20. Or, à ce prix-là, évidemment, on redécouvrirait les vertus du textile français, les vertus du yaourt de proximité, du lait de proximité, de la fraise du jardin, etc. Donc c'est une conséquence d'une artificialisation des coûts, ce grand déménagement planétaire. L'une des mesures préconisées par la décroissance, dont je n'ai pas encore parlé, dans la construction de la décroissance, c'est la relocalisation. Alors la relocalisation des activités économiques, parce qu'il nous semble totalement déraisonnable que le petit yaourt à la fraise que l'on trouve sur les gondoles de supermarché incorpore 9000 km de transport, alors qu'une génération ou deux avant nous, un yaourt meilleur et plus sain, d'ailleurs, était fait avec le lait d'une ferme voisine et les fraises du jardin, et dans un pot recyclable. Et ce qui est, je prends cet exemple du yaourt parce qu'il a fait l'objet d'une thèse, il a été étudié, mais tous les objets que nous consommons à l'heure actuelle incorporent de plus en plus de kilomètres. Il y a quelques années, un calcul avait été fait pour l'économie américaine, la moyenne était de 5000 kilomètres. Je pense qu'à l'heure actuelle, avec l'ouverture au textile chinois, la moyenne doit dépasser les 6000 ou 7000 kilomètres. Tout ce que nous consommons, tout ce que nous portons incorpore des milliers de kilomètres. Or, précisément, si nous voulons limiter le dérèglement climatique, qui est à l'heure actuelle l'une des menaces les plus sérieuses et identifiables sur la planète, c'est loin d'être la seule. Il y a les pollutions chimiques, etc., bactériologiques, tout. Mais enfin, celle-là, elle est en tout cas perceptible, mesurable assez largement. Eh bien, il nous faudrait remettre en question donc cette logique de déterritorialisation, de délocalisation et relocaliser fondamentalement. Alors, la relocalisation de l'économie passe aussi par la relocalisation de la vie, tout simplement. Il s'agit de relocaliser aussi la maîtrise des gens sur leur vie quotidienne, donc de relocaliser la culture, de redonner sens au lieu, au lieu d'avoir en quelque sorte déboussolé littéralement les gens, parce que nous vivons malgré tout et nous sommes condamnés à vivre là où nous posons les deux pieds, mais en même temps nous avons la tête ailleurs, c'est-à-dire que quand nous sommes à la mer, nous rêvons de la montagne, lorsqu'on est à la montagne, on rêve de la mer, lorsqu'on est à Paris, on rêve de New York, lorsqu'on est à New York, on rêve de Paris, donc on est bien nulle part. Donc la relocalisation, c'est réinventer une véritable vie territorialisée.